Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Alors, Marie-Paul Babli, cette grande mobilisation, la politique, c'est un rapport de force pour certains intellectuels africains qui sont un peu méfiants de la junte militaire. 5 ans de transition, c'est quand même un peu trop. Eux, ils pensent que plutôt c'est la junte militaire, mais la transition malienne est en train de manipuler la conscience des peuples africains, des peuples maliens par rapport à la colonisation. Et ils soutiennent également, ces intellectuels africains soutiennent également que la transition est en train de tenir un discours populiste. Que répondez-vous à ces intellectuels africains? En quoi est-ce que les discours populistes font problème? En quoi les discours populistes font problème? Tant qu'effectivement on a le soutien de son peuple, c'est ça normalement qui devrait se passer. D'accord. Et qu'on tient compte de la vie de son peuple. La France aussi, avec le général de Gaulle, mais c'était bien populiste. Alors, ça dépend en fait, quand ça n'arrange pas, on parle de discours populiste. Je suis désolée, vous savez, en fait, là par contre, pendant que mon interlocuteur est en train de répondre, je lisais un peu les informations, je continue à lire les informations, et regardez un peu quelque chose qui va nous faire sourire. Pendant que, bien sûr, les pays africains ont appliqué stricto sensus la décision de la CEDEAO de couper donc les vols en direction de Bamako, y compris Air France. Regardez la surprise qui se passe. Air France négocie, d'accord, pour établir ses vols d'Ardar avec Bamako. Ah bon? Donc eux, ils vont continuer les vols avec Bamako, sur Bamako du moins, la reprise des vols. Pendant ce temps, nos chefs d'État qui sont, excusez-moi, sans disrespect, des petits larbins, Sénégal, Burkina, Côte d'Ivoire, eux ont fermé les dessertes avec le Mali et vont perdre des chiffres d'affaires, ce que Air France ne peut pas se permettre. Donc finalement, le problème des Africains, ce sont les Africains eux-mêmes alors. Avant de parler même de la France, je vais parler d'abord des Africains. Ils ont le boulot de jouer le rôle des Nations Unies et de l'Europe, mais ce sont eux qui se ridiculisent. Aujourd'hui, la population africaine, oui, on va parler de la France, etc., oui, mais le vrai combat, c'est de chasser ces personnes qui sont là. Et ces personnes qui ne nous font pas honneur. Parce que c'est tellement humiliant, en 2022, d'avoir encore des chefs d'État qui ne continuent pas à penser à leurs intérêts ou à l'intérêt de leur peuple, et qui pensent aux intérêts des autres. Même si à un moment, M. Sylvain, quelqu'un vous a mis au pouvoir, je donne comme ça un exemple, et qu'il faut lui être éternellement reconnaissant, mais vous sortez quand même de quelque part. Vous avez quand même vos enfants qui sont quelque part. Vous regardez, vous gouvernez quand même un peuple. Ce n'est pas possible que vous soyez toujours là à maltraiter votre peuple au profit des autres. Et ça en devient lassant. Ça en devient exaspérant. Ça en devient humiliant. Ces chefs-là nous humilient. Je ne sais pas dans quelle tour d'ivoire ils sont enfermés, mais est-ce qu'ils écoutent, est-ce qu'ils ont compris que les choses ont changé? Discours populiste ou pas, la nouvelle génération estime que ce qui se passe et ce qui s'est passé depuis de nombreuses années doit changer. D'accord. Alors, en tout cas, une partie de l'opposition malienne n'est pas du tout d'accord avec la junte militaire malienne. Attendez, écoutez, c'est tout à fait normal. Il y a un régime qui fait 100%, mais ce serait vraiment génialissime. Ce serait génialissime. Même Dieu, quand il va créer le ciel et la terre, ne fait pas 100%. Imaginez-vous des êtres humains. Tout à fait. Mais on parle de majorité. Si on a la majorité, c'est déjà suffisant. En tout cas, il y avait également pour nos auditeurs et auditeurs de Radio Canal K, on rappelle qu'il y avait quand même des assises où les conclusions des assises pour la refondation du Mali ont proposé une transition de 5 ans quand même. Évidemment, moi, honnêtement, quand j'ai vu 2 coups d'État successifs au Mali, je me suis dit, bon,
Ils avaient dit qu'ils allaient faire une transition rapide, mais dans l'état dans lequel est le Mali actuellement, avec les problèmes djihadistes, avec la situation économique, etc., il est clair qu'il allait falloir du temps pour pouvoir remettre des institutions en place, comprendre et organiser des nouvelles élections avec des personnes qui seront choisies par le peuple malien et non pas encore guidées par l'extérieur. Il y avait tout ce processus-là à mettre en place. Et évidemment que ça ne pouvait pas se faire en un an. Ça ne pouvait pas se faire en un an. Donc, il est certainement 5 ans. Est-ce que c'est pas trop? Après tout cela, c'est ce qu'a dit celui qui est parti, j'ai oublié son nom, mais ça pouvait se faire dans des discussions et dans des négociations. Mais quand on est prêt à asphyxier son propre peuple, là, ça devient difficile et difficilement entendable. Tout à fait. Aux Nations Unies, et bien sûr, n'oublions pas aussi les aspects géopolitiques derrière. Il y a la France, effectivement, qui ne peut pas se permettre de perdre le Mali au profit de la Russie, aux dépens de la Russie, qui s'étale vraiment aussi là. Et ça devient un bras de fer, là, qui est en train de se passer. Donc, en fait, cet enjeu-là, on se rend compte que l'enjeu africain a toujours été, on a l'impression qu'on retourne en 1885, lorsqu'on partageait le gâteau entre les pays, lorsqu'on partageait le gâteau, et c'est la même chose en train de se répéter 2 siècles plus tard, avec d'autres pays comme la Russie, la Chine et tout, qui veulent aussi prendre le morceau du gâteau. Et eux jouent la carte du Sud, et non plus du Nord. D'accord. Ces enjeux-là, mais au milieu de tout ça, quelle est la place de l'Afrique et du peuple africain? C'est la grande question. On va... Merci à Marie-Paul Babli. Avant de conclure ce débat, puisqu'on va aussi parler un peu de la Guinée avec Souleymane Konaté, avant de conclure effectivement ce débat africain avec Souleymane Konaté. Écoutez, en début d'année, et plus précisément le 3 janvier dernier, Cellou Dalein Diallo, président de l'UFDG, Union des forces démocratiques de Guinée, et qui est d'ailleurs un des figures politiques importantes du pays, avait annoncé la création de nouveaux collectifs des partis dénommés CPP, et pour définir la position de ce collectif par rapport à la Constitution, au code électoral, l'organe de gestion des élections, la durée de la transition en cours. Alors, Souleymane Konaté, est-ce que ce collectif est déjà en discussion avec les autorités de la transition guinéenne? Oui, il y a une rencontre prévue à cet effet. Comme on m'avait appelé tout à l'heure, on était conviés à cette rencontre-là, mais pour le respect qu'on a pour cette radio, pour vos auditeurs, on était obligé de nous prêter à vos questions. Pendant que je vous parle, il y a une importante rencontre entre le colonel Mamadi Doumbouya, président du CNRD, avec l'ensemble des acteurs importants de la vie de notre nation pour discuter des questions qui touchent à la vie de notre pays. Ce collectif-là, la mise en place de ce collectif obéit à 2 critères essentiels. Premièrement, nous voulons aider la junte à prendre des bonnes décisions pour lui permettre de réussir cette transition, parce que ça fait 3 fois que la Guinée connaît la transition, mais les 2 dernières se sont très mal terminées et ça aboutit à la venue au pouvoir des intérêts mafieux et qui n'ont pas pu travailler pour le peuple de Guinée et qui ont permis à notre pays, n'est-ce pas, d'être exploité par les puissances étrangères, mais derrière, le pays n'a rien bénéficié, malgré que des milliards soient sortis, n'est-ce pas, du sol guinéen. Je vous donne juste un exemple. Quand vous prenez la zone minière de Bokeh, selon la dernière revue de la Banque mondiale et du FMI, c'est 800 millions de dollars chaque 6 mois. La conclusion, c'est que 400 millions de dollars, on sait où ça va, mais 400 autres millions de dollars, personne ne sait où ça va. Mais nous disons que ça va dans les postes, n'est-ce pas, des intérêts mafieux, et cela est regrettable parce que l'argent-là aurait pu permettre de construire des hôpitaux, des écoles, des centres de santé, renforcer des capacités des fonctionnaires guinéens, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, nous disons que la classe politique se réunit, nous avons créé ce collectif-là. L'objectif, c'est de discuter par rapport, n'est-ce pas, à la Constitution, au code électoral, le fichier électoral, le délai de la transition, parce que nous osons croire qu'avec un dialogue franc, honnête et constructif, il n'y a aucun problème qui soit insurmontable. C'est l'invite là qu'on fait aux Maliens. On peut tout régler autour d'une table avec un dialogue sincère. Mais justement, ce collectif, c'est encore un nouveau collectif, mais par le passé, la Guinée-Conakry en avait connu. Quelle est maintenant la différence? Écoutez, la différence cette fois-ci, c'est qu'en 2010, il y avait beaucoup d'intérêts en jeu, mais cette fois-ci, nous avons compris qu'il faut choisir d'abord le pays parce que nous sortons de 11 années de gestion calamiteuse dans tous les secteurs de la vie de notre nation. La précarité, le chômage, ce sont des réalités aujourd'hui en Guinée, malgré que le pays dispose d'énormes richesses, mais ces richesses-là aujourd'hui sont exploitées
exploité par des intérêts occidentaux et derrière, le peuple de Guinée ne profite de rien. J'ai parlé du port autonome de Conakry avec l'entreprise Bolloré, l'acquisition de ce contrat-là, l'exploitation des travailleurs et tous les intérêts qu'on tire à partir de ce port-là. Et quand vous voyez le mode de vie de ces travailleurs-là, vous avez pitié de la Guinée, vous avez pitié de ces cadres. On ne peut pas imaginer que des Guinéens puissent prendre des décisions de cette nature-là pour protéger les intérêts occidentaux et laisser leur peuple, n'est-ce pas, dans la faim, dans la misère. Donc, le rôle de la classe politique aussi, c'est de travailler à ce que la population puisse se sentir bien. Parce que si on fait de la politique, c'est parce que les gens sont heureux dans leur pays. Donc, nous voulons aider la junte militaire à prendre de bonnes décisions pour nous permettre de sortir de cette transition avec des institutions fortes qui puissent nous permettre, n'est-ce pas, d'amorcer un élan de développement et de ne plus revenir dans une autre transition. Tout à fait. On va conclure ce débat panafricain avec Madame Marie-Paul Babli. Marie-Paul Babli, merci de votre disponibilité dans ce débat panafricain. Alors, grande mobilisation hier à Bamako, dans plusieurs villes du Mali. Mobilisation générale des Africains, dira-t-on. Mais on apprend, c'est pas quand même vérifié, on apprend que Facebook et puis peut-être Google ont tenté de censurer ces images-là qui provoquent quand même, c'est quand même provoquant. La révolte, on l'a senti également. La liberté, on l'a senti également. Les Africains veulent être libres. En tout cas, depuis un certain temps, il y a quand même un mouvement anti-France-Afrique, pas anti-français. On aime bien les Africains. Un mouvement anti-France-Afrique est en train de naître en Afrique de l'Ouest surtout. Alors, Marie-Paul Babli, comment les citoyens africains que nous sommes, nous qui ne sommes pas d'accord avec ces sanctions de la CEDEAO, on s'indigne, mais on s'organise pas souvent. Comment doit-on s'organiser pour soutenir le peuple frère malien? Que direz-vous pour conclure ce débat, Marie-Paul Babli? Merci beaucoup et c'est un honneur de pouvoir conclure, Sylvain. Effectivement, il y a eu une recrudescence de ce sentiment anti-français. Déjà, si vous vous souvenez bien... Anti-français ou bien anti-France-Afrique. La dernière fois, on m'a corrigé parce que on aime bien les Français, voilà. pas l'élite politique française. Non. Quand je parle, s'il vous plaît, quand je dis français, je ne parle pas du pauvre peuple français. Exactement. Je parle de vraiment les décisions qui se prennent dans les instances décisionnelles. Voilà. Le pauvre peuple français, et j'y vis. D'ailleurs, les peuples se débattent ici avec tout le monde et nous sommes tous d'accord dessus. On parle plus de façon, de la France-Afrique, je suis d'accord avec le terme employé. Malgré, effectivement, on se rend compte que le jeune président Macron avait essayé vraiment, par le biais de certaines actions, comme restituer les objets culturels volés, par exemple, se rendre au Rwanda pour reconnaître publiquement les échecs de la France lors du génocide et tout ça. Donc, il avait vraiment essayé, mais malgré cela, il est certain que, je répète, cette jeune génération estime que maintenant, elle est assez mûre pour pouvoir décider elle-même de son avenir, ou du moins de son présent et de son avenir. Alors, lorsque la Côte d'Ivoire, lorsque le Togo, lorsque beaucoup de pays sont passés par ces mêmes situations, quand on remonte en arrière, il s'est trouvé que ces pays-là ont été isolés et qu'ils n'avaient pas le soutien des autres, sauf de façon sporadique. On va remonter encore plus longtemps dans le temps lorsqu'on accède aux indépendances et qu'il y a quelques pays comme le Ghana, de Kwame Nkrumah, Olympio, etc., qui essaient dès le départ, et bien sûr la Guinée, de Sékou Touré, qui essaie vraiment déjà de se libérer des mains de la France-Afrique, mais effectivement, il se retrouve quasiment tout seul dans ces luttes-là, et bien sûr, ça finit par des assassinats, tout le monde retrouve un peu sa tranquillité, et ceux qui avaient essayé de se révolter, soit ils sont arrêtés, soit ils retournent dans leur cage tranquillement parce qu'ils se rendent compte qu'en face, c'est beaucoup trop fort. Dernièrement, on a eu le cas encore du colonel Kadhafi, on sait comment ça s'est terminé. Donc, il y a encore cette opportunité, pas au-delà même de cette crise malienne, et par ricochet ce qui s'est passé au Tchad, ce qui s'est passé en Guinée, en Côte d'Ivoire, etc., de tout ce que nous voyons en Afrique centrale et tout, c'est une opportunité effectivement de pouvoir à saisir pour pouvoir
vraiment s'asseoir et dire que maintenant, nous sommes en mesure de pouvoir décider pour notre pays. Nous ne voulons plus continuer dans ce système-là. Maintenant, comment le faire? Je suis désolé, il faut qu'on soit sincère. Même quand on a la population derrière soi, il y a des réalités géopolitiques aussi qui vont jouer et il est très important. Et s'il n'y a pas d'union derrière, difficile avec les États que nous avons, là nous voyons la Guinée qui soutient, là nous voyons l'Algérie qui soutient, etc. Parce qu'en ce moment c'est un peu tendu avec les relations avec la France, ok. Mais s'il n'y a pas une grande solidarité du peuple africain, je dis bien du peuple africain, ça sera encore un soufflé. Et là, ça va me faire vraiment mal, moi personnellement, et je pense à beaucoup d'Africains, parce que c'est une opportunité en ce début 2022 de pouvoir vraiment sortir des affres de ces ténèbres dans lesquelles nous plongeons depuis tant d'années. Une opportunité à saisir par cette mobilisation du peuple malien. Nous devons y arriver. Merci beaucoup, Marie-Paul Babli. Je rappelle que vous êtes juriste d'origine ivoirienne et vous nous avez accompagnés en ligne depuis la France. Merci d'avoir participé à ce débat panafricain. On va conclure également avec Souleymane Konaté. Là, Marie-Paul Babli l'a dit, c'est maintenant que nous devons nous remobiliser. Alors vous êtes un homme politique très, très aguerri. D'ailleurs, en Guinée-Conakry, l'UFDG, c'est un grand parti politique en Guinée-Conakry. Et dans cette grande mobilisation, face à ces sanctions de la CEDEAO, est-ce que les dirigeants actuels de la CEDEAO craignent-ils autant qu'une contagion de coups d'État militaires dans d'autres pays de la sous-région va se réaliser? Alors comment les citoyens africains qui jugent ces sanctions injustes pourraient-ils concrètement soutenir le peuple frère du Mali à dénoncer la complaisance de la CEDEAO vis-à-vis des régimes dictatoriaux dans la sous-région ouest-africaine? Et que direz-vous pour conclure ce débat panafricain, puisque beaucoup d'Africains ont soif de liberté, de la vraie liberté qui d'ailleurs a déjà commencé par cette grande mobilisation au Mali, Souleymane Konaté? Écoutez, le président Cellou Alain Diallo, au lendemain du 5 septembre, la date de la prise de pouvoir par la junte militaire en Guinée, a dit clairement que c'est une deuxième libération parce que Alpha Condé était dans la confiscation de pouvoir avec ce troisième mandat. Aujourd'hui, ce qui se passe au Mali, madame a totalement raison, ça ouvre l'opportunité, la nécessité pour le peuple africain de décider de ce qui est bien pour lui. Et pour cela, des réflexions doivent être faites. Et c'est pourquoi nous invitons les intellectuels africains, les acteurs de la société civile, les acteurs politiques à se retrouver pour voir qu'est-ce qu'on veut faire de notre communauté. Parce que à l'état actuel, la CEDEAO ne peut rien faire pour le bonheur du peuple africain. Et cela est une réalité. Donc, nous disons encore une fois de plus, il faut qu'on travaille dans la sérénité. En tout cas, du côté de la Guinée, les soutiens ne manqueront pas parce que le peuple de Guinée, comme je le disais tout à l'heure, est solidaire, mais totalement solidaire du peuple malien. Parce que, comme je l'ai rappelé tout à l'heure au début de l'émission, nous disions en Guinée que le Mali et la Guinée, c'est deux peuples frères, et deux peuples unis par l'histoire, unis par la géographie et beaucoup d'autres choses. Donc, par rapport au chef d'État, ils ont peur. Cela est une évidence. Aujourd'hui, l'effet de contagion, ils ont peur de cela parce que Alassane Ouattara est né, comment on appelle ça? Alassane Ouattara a eu le pouvoir dans les mêmes conditions que M. Faure Adema, dans la même condition que M. Alpha Condé. Aujourd'hui, ils se sont entêtés à aller dans le sens de la modification constitutionnelle, ils sont à leur 3e ou 4e mandat. Naturellement que ça inquiète parce qu'Alpha Condé a été débarqué, l'autre a été débarqué du côté du Mali, ils ont des forces spéciales aussi dans leur pays. Naturellement que si ça passe en Guinée, ça passe au Mali, que ça va passer, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire, ça va passer au Togo et nous osons croire que le peuple va rester derrière pour soutenir ces initiatives-là parce qu'il n'y a que par la lutte qu'on peut libérer totalement le peuple africain. Merci beaucoup, Souleymane Konaté. Je rappelle que vous êtes coordinateur adjoint de la cellule de communication de l'UFDG, Union des forces de changement en Guinée-Conakry. Merci. Union des forces démocratiques de Guinée. Union des forces démocratiques de Guinée. Merci quand même de nous avoir accompagnés également en ligne depuis Conakry. Et merci également à vous qui nous avez suivis et tout au long de ce débat. Merci au professeur David Doucet. Merci également à la juriste ivoirienne Marie-Paul Babli. Et tout ce que vous avez dit dans ce débat nous amène encore à nous rappeler de cette citation de feu Thomas Sankara qui nous disait « L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur
s'il se fait des illusions sur la condescendance de maître suspect qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. Ainsi prend fin ce débat panafricain sur Radio Canal K, sur Radio Avouleté. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour d'autres débats. Bonsoir. La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Avouleté. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.